Attachez vos ceintures. C'est Starter sur Indestar. Oh oui, vous pouvez attacher vos ceintures parce que ça va déménager dans les prochaines minutes. Starter sur Indestar jusqu'à 21h les copains et les copines du lundi soir. On y parle moteur, 2 roues, 4 roues ou plus si affinité. Et cette émission est à retrouver peu importe quand dans la semaine finalement sur une vingtaine de plateformes internet. Vous avez forcément une appli de podcast préférée. Vous allez dessus, vous cherchez Starter sur Indestar et vous nous trouvez. C'est pas beau la vie, Jolan? Ouais, bah moi sur ce, j'écoute les podcasts sur Spotify. À Spotify. Bon, moi je suis plus podcast addict, tu vois, pour le. Tu peux les écouter quand tu payes, tu peux écouter hors connexion et tout. Donc, Ah, on reconnaît. c'est pas mal. Mais sur Podcast Addict aussi, tu peux télécharger. Okay. Et ceci gratuitement, mon cher ami. D'accord. Et toi, Virginie, quelle est ta plateforme de podcast préférée? Alors, pareil que Jolan, Spotify. D'accord. Sur la route, en fait, je réécoute. Ouais, C'est pareil, t'as un abonnement Spotify Non, Premium? du tout, Ah non, du tout. toi, avec les pubs. t'as les toi. pubs, toi. Moi, j'ai les pubs. D'accord. Ah, c'est chiant. Ah, mais pourquoi pas, si vous avez envie de nous écouter avec les pubs, faites-vous plaisir. Hein. Et puis sur YouTube aussi. Ouais, en podcast vidéo, vous pouvez retrouver cette émission. On est en coucou à la caméra. Je regarde pas au bon endroit. La caméra est là, ok. Et on vous affiche des petites images qui vont avec ce dont on va parler ce soir. Et justement, ce soir au programme, les Ludospace, Kangoo, Berlingo, Partner et compagnie. Rifter maintenant, pardon. On en parlera tout à l'heure, ça sera notre dossier de la semaine. On aura aussi la Porsche 911 depuis 1964, je crois, de mémoire. Les brèves de Starter. Première génération, 1964. Exactement, il y a 8 générations qui se sont succédées. Les brèves pour terminer, l'insolite de Jojo tout à l'heure. Et pour commencer, le sondage. On vous avait posé une question cette semaine. Cette question, c'était quoi, Virginie? Le port du masque en moto, pour ou contre? Oui, alors, on voudrait nous faire porter un masque. Oui, j'allais dire, est-ce que j'avais oublié que c'était le fameux masque. Le masque que l'on met dans le casque. Oui. Donc le masque FFP2 là, pour éviter le Covid, dans le casque. Alors moi, encore si t'as pas de, pardon, je te coupe, si t'as pas de casque intégral et que si tu peux lever la visière, soit, mais ça te fait un pare-vent quoi. Ouais, en gros c'est ça. Mais pourquoi le porter sous le casque? En fait, même la raison, j'ai du mal à comprendre moi. Quels sont les résultats, Virginie? Alors j'ai plein de résultats, forcément ils sont tous négatifs. Ouais, bah, Ah ouais. C'est une aberration aberrative. Exactement. Ouais, ok. Quelle stupidité technocratique. Ça j'ai aimé, tu vois, ce terme technocratique, Oui. tu vois, faudrait que je le replace. Non mais ça, c'est exactement ça quoi. Ouais, les mecs dans un bureau, ils se sont dit, dis donc, ça serait pas bien le masque pour tous, même en moto? Non. Après, il y en a qui disent tout simplement que c'est débile. Parce que déjà, le port du masque en lui-même déjà te protège et des autres. Bah, On est d'accord. Oui, et puis bon, quand t'es sur surtout ta quand moto, t'as la visière qui est baissée. en principe, t'es seul en fait sur ta moto quand tu conduis. Dans le ou dans le pas, principe, ou tu ouais. peux avoir un passager derrière toi, mais Derrière. bon, voilà, tu. T'as une visière, t'es protégé. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop. Et compris souvent leur truc. ton passager, il est c'est ta copine, ton copain, une personne que tu connais bien, etc. Donc déjà elle est contaminée quoi, déjà de base. Non, mais bref, après vous pouvez prendre en stop quelqu'un, hein, y a pas de souci. Hein. En moto c'est compliqué de prendre. Bah, il faut déjà avoir le casque dans le cache-bagage et si tu prêtes un casque à quelqu'un, Il faut avoir un cache-bagage. il faut avoir un cache-bagage et puis le casque que tu prêtes, il faut déjà qu'il soit désinfecté. Donc Oui, ouais aussi. Hein. on a d'autres avis? Donc on passe au sondage de cette semaine directement. Je vais résumer. Non, c'est trop nul. Ouais, c'est trop C'est nul. trop nul. Je suis d'accord avec les Je internautes. pense que c'est un bon résumé de la situation. On a un nouveau sondage cette semaine qu'on vous pose et d'ailleurs vous allez pouvoir y répondre sur la page Facebook Indestar. Sondage de la semaine, le monde de la moto est-il macho? Ah ah, bonne question. Monde de la moto, parce que c'est vrai que souvent on associe les clubs motards, les Harley Davidson, tout ça, on voit les mecs genre à l'américaine quoi, avec les gros blousons en cuir, tout ça, et ce sont souvent des hommes. De quoi? T'as confondu avec un groupe de musique. Ah, ils font aussi de la musique accessoirement. IMCA. En geste. Non, ils écoutent plutôt qu'il y a ACDC une, que. Ah oui, On est Il y a une d'accord. série qui est un peu trash parce que c'est un truc de banditisme, mais c'est Son of Anarchy. Oui. Et ça représente un peu justement ce monde un peu macho, les femmes qui font pas de la moto, c'est les hommes qui conduisent, enfin il y a tout un... Voilà. Alors, un peu gênant. On vous laisse réagir. Nous, on donnera notre avis la semaine prochaine. Ouais. Vous avez une semaine. Le monde de la moto est-il macho? Ça fait bien. Vous avez une semaine, ça fait un peu. Vous avez 4 heures. Allez hop, c'est comme ça. Une semaine pour réagir. Donnez vos commentaires. Oui, non et pourquoi. En anglais, c'était comment dire?
Yes, no ou c'était quoi? What did you explain? Starter, les insos. Les insolites d'Indestar, les insolites de Starter avec Jolan. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans les insolites? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la vidéo date un peu, elle a été publiée en 2015 lors Ah oui, du... qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, lors du championnat des... Non mais en fait j'en parle parce qu'on notre sujet c'est la Porsche. Oui. Donc là il s'agit du tournoi qui a lieu tous les ans du Carrera Cup en Espagne. D'accord. Voilà. Donc on peut voir des véhicules qui partent à tromble sur le circuit. Voilà. Après quelques secondes, de la Porsche 911 de GT3 de Jules Gaumont termine sur le toit de Geoffrey Narda. Voilà, c'est deux pilotes. Attends, il y a un truc qui m'échappe là. Quoi? Tu dis, oh, alors il y a le départ, ok. Et comment la Porsche elle finit sur le toit de l'autre? Alors en fait, si tu veux, elle a été, je vais te dire un terme un peu geek, mais elle a été pit sur le côté en fait. Il lui a fait une tête à queue. Ah oui, ok. Donc du coup, la voiture s'est retournée et l'autre est arrivé sur le toit par le capot de la Porsche. D'accord, ça fait toboggan à l'envers quoi. Exactement. Hein? Et du coup, voilà, la vidéo se coupe à ce moment-là parce qu'après les pilotes se foutent sur la gueule. Ah ouais. Ah ouais, ils se sont bien. foutus. Mais pourquoi? Parce que c'était une course importante. Donc, je vais y arriver. Temps 1, les voitures se foutent sur la gueule. Temps 2, les pilotes se foutent sur la gueule. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, c'est une très belle course qui s'annonce. Exactement. Du coup, ils ont été disqualifiés pour voilà. Ouais, bah oui, c'est forcément une course, c'est fair play C'est normalement. les Espagnols, ça. Espagnol, ouais. Ah, ils se foutent sur la gueule. Oh le cliché. Ils sont chauds. Mais voilà, vous avez la petite vidéo si vous êtes sur le podcast vidéo qui tourne en ce moment même, où vous pouvez voir cette scène qui est quand même assez impressionnante quand t'as deux voitures qui se retrouvent, enfin l'une sur le toit de l'autre. Là on n'entend pas parce qu'on n'a pas le son, mais t'as le caméraman qui est vachement surpris, qui fait mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe là? C'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours, heureusement d'ailleurs, même dans la circulation de tous les jours. Oui, hein. ouais, Ah, t'es sur mon toit. Remarque, c'est pratique quand t'as les toits ouvrants sur les deux. Genre toi sur ta Mégane, non c'est pas un toit ouvrant que t'as, tu vois. Il s'ouvre pas. C'est un toit panoramique. Oui, tu peux voir le conducteur au-dessus. C'est ça. Ouais. S'il a un toit ouvrant, tu le vois. Coucou. Ouais, voilà, ça va, c'est bien à l'envers? Non, pas trop. Elle est un peu haute pour qu'il puisse monter quand même sur. Ah, je sais pas. Attends, la Mégane elle est basse. Ouais, bah là les Porsche elles sont vraiment Oui, oui, elles sont faites pour monter sur le capot. Moto, c'est Starter sur Indestar. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de débarquer sur Starter, indestar.fr. Lundi soir, on parle moto et auto. Et on parle auto surtout ce soir avec un dossier sur les ludospaces. Et j'aimerais commencer ce dossier sur les ludospaces par en donner la définition, histoire qu'on soit tous d'accord sur ce que c'est qu'un ludospace. Le ludospace, c'est une voiture familiale de forme cubique, tu le disais tout à l'heure Virginie, et de gabarit moyen dérivé d'un utilitaire léger. C'est assez important de le souligner ça. En gros, c'est un utilitaire de loisir. Donc on pourrait remonter loin finalement dans les années 60 et se rappeler qu'à l'époque on avait par exemple les combis Volkswagen aménagés ou des Renault Estafette de la police qui servaient à nous amener gentiment au commissariat. Mais même si on trouve aujourd'hui leur taille ridicule, je crois qu'une Estafette ça fait dans les 4,20 m de long, donc c'est vraiment petit en fait finalement, même par rapport à un ludospace récent. En fait c'est plus associé à un fourgon aménagé qu'à un ludospace qui correspond finalement au segment d'en dessous. Alors c'est bizarre parce qu'en gros c'est considéré comme plus grand alors que c'est plus petit. Enfin bon, vous voyez, oui, mais parce que les fourgons ont augmenté en taille et puis les ludospaces ont aussi augmenté en taille. Bah, comme tous les véhicules, en fait, une citadine, à l'époque c'était 3,50 m, maintenant c'est quasiment 4 mètres, donc voilà, tous les segments ont augmenté, dont les ludospaces. On pourrait dire, alors, à ce moment-là, vous allez me dire, oui, alors une Renault 4L F4 ou F6, ça c'est. c'est mon paysan dit ouais non, une 4L F4 ou F6 avec la banquette des années 70 ou un C15 des années 80, à ce moment là c'est un ludospace. Ah ouais. Et bah pas vraiment. Non, t'as tort Jean-Luc. Je m'appelle pas Jean-Luc. parce que certes on reste, tu vois, on a ce côté camionnette aménagée, mais sauf qu'à l'époque c'était vraiment des utilitaires auxquels on avait mis une banquette et puis un point c'est tout. C'est-à-dire qu'on faisait pas vraiment d'efforts pour la famille. On rajoutait juste une banquette, une carte grise 4 places et on se disait voilà, ça va en faire un véhicule homologué, j'allais dire pour la route, mais non, qui soit pas un dérivé utilitaire. Par contre, il y a un modèle qui a vu le jour en 1977 et qui a pas eu une carrière de fou, mais qui est aujourd'hui considéré comme l'ancêtre notamment du ludospace, mais aussi des SUV. C'est le Matra Rancho.
Et Matra Rancho, vous allez me dire, ouais, mais Matra, c'est ceux qui ont fait l'espace aussi. Et bah ouais, et qui habitent en plus près de chez nous, en Loire-et-Cher, D'ailleurs, j'avais en centre Val-de-Loire. Mes parents avaient un espace. Romorantin, exactement, ouais. Tes parents avaient un espace. Il a rendu là, malheureusement, le moteur. Au bout d'un moment, évidemment, mes premiers espaces en 84, on avait parlé. C'est super efficace comme les Ludospace. On n'a pas eu besoin, par exemple, de louer de camions de déménagement pour faire nos déménagements et tout. C'est tout à fait ça. Et c'est le principe même, effectivement, du Ludospace, c'est qu'on peut y charger beaucoup dedans. Donc pour en revenir à Matra, oui, c'est eux qui ont eu l'idée du Rancho. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le côté un petit peu limité au niveau du succès du Rancho, parce que structurellement parlant, Matra, ça n'avait pas des usines hyper grosses pour produire des véhicules. Donc certes, ils l'ont produit à l'époque, c'était avec Simca, Simca Talbot, dans les usines de Peugeot, la Rancho. Cela dit, il n'y avait pas des quantités suffisantes pour faire baisser le prix de vente qui était un poil élevé. Et puis l'autre raison du succès mitigé, c'est que quand on passe au début, et bah souvent c'est un petit peu compliqué. On se rappelle de l'espace, vous pouvez retrouver le podcast de l'année dernière quand on avait parlé du sujet espace. Il y avait seulement 9 clients le premier mois. Parce que nouveau concept, donc il faut faire. C'est la nouveauté. Les ventes ont pas explosé tout de suite. Ça n'a pas explosé tout de suite. Par contre, quand ça a explosé, ça a explosé. Puis après, les autres se sont dit, ça a l'air pas mal leur concept, on va faire pareil. D'où 806 et compagnie. Pour vous décrire la Rancho, que vous voyez peut-être à l'image, si vous êtes sur le podcast vidéo, ça ressemble plus à une voiture qu'un utilitaire, avec des grandes surfaces vitrées. Donc c'est typé un peu baroudeur, comme, allez, je vais dire, on a parlé de la Sandero Stepway l'autre fois. Ça a un petit côté comme ça, tu vois, c'est un petit côté SUV quoi finalement. On met des protections plastiques, des choses comme ça, mais c'est une voiture qu'on a vue. T'es pas fan toi? Ouais. C'est la voiture qui allait cocter en mousse là sur les portes, non? Avec du plastique. Du plastique, c'est pas de la mousse non plus. Franchement, le design en soi, il est pas si terrible que ça. C'est la toute voiture première. De la Boom. La voiture de la Boom à l'époque, C'est la voiture des parents. Sortie en quelle année la Boom? 82. Ouais, non, ça correspond ça effectivement. Nous pas. Là, non, ça nous rajeunit pas. Dans le Rancho, il y a une banquette rabattable à l'arrière, il y a un toit qui est rehaussé sur la partie arrière et il y a un aménagement intérieur qui est pas mal pour l'époque. On n'est pas très loin de ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les Ludospace, mis à part peut-être la porte arrière coulissante. Mais cela dit, les premiers berlingots qui sont apparus en 96 l'avaient pas non plus. C'est le Kangoo qui l'a démocratisé. Puis après, les autres se sont dit ah ouais, c'est bien quand même, on va faire pareil. Kangoo d'ailleurs en version fourgonnette, version familiale qui est sortie donc en 96, côté joyeux, sympa de la Twingo à l'époque. Et là on s'est dit, tiens en fait on veut faire ressembler les utilitaires à des voitures. Et ce qui est, pour moi le Renault Kangoo, alors après il y a débat là-dessus, on peut considérer le Rancho comme le premier, on peut considérer, mais à mon avis il est premier, mais il a déclenché quelque chose qui bien plus tard s'est démocratisé. Après il y a eu le berlingot, mais il avait pas la porte coulissante arrière, mais cela dit il était déjà dans le côté Ludospace. Et t'as le Kangoo qui est arrivé en 96 avec la porte coulissante arrière, le côté jovial d'une voiture de série. Et pour moi ça fait partie des précurseurs du Ludospace. Et d'ailleurs aujourd'hui on en est à la troisième, je crois que c'est la fin de troisième génération du Kangoo, et la quatrième qui arrive en 2021, l'année prochaine. Ils en sortent pas tous les ans clairement des Kangoo, mais ce nouveau concept qui est dérivé d'un concept car qu'on avait vu en 2011 devrait faire les 10 ou 15 prochaines années de Renault Kangoo. Voilà. Et il devrait avoir moins cet air jovial que l'actuel. D'un Ludospace. Ils avaient fait un concept car en 2011, je me rappelle plus le nom, mais c'est un dérivé de ce concept car qui devrait être la prochaine génération de Kangoo. Qu'est-ce qu'on a sur le marché, Jojo, en termes de Ludospace? Alors qu'est-ce qu'on a? Alors en première place, j'ai placé le Renault Kangoo qui à la fin des années 90 a eu un énorme succès. 96, on le disait, donc le lancement. Et succès parce que couleur sympa. Aménagement intérieur, c'était pas ouf en vrai, mais il y avait cette deuxième porte et puis il y avait des espaces de rangement à l'arrière et des plastiques à l'arrière, parce que ça peut vous paraître bizarre comme ça, mais genre avant, même dans les express fourgonnettes par exemple, t'avais rien en fait à l'arrière, c'était de la tôle, tu vois, t'avais juste la banquette à l'arrière et puis en gros c'est un poulailler quoi, tu vois, c'est pour les enfants et les poules. En tout cas, je schématise Virginie, pardon. Du coup, c'est la première génération qui a vraiment été un succès pour la marque. Et elle est au prix de 14 000 € et 325 centimes neuf. Alors là, la troisième génération, la version actuelle. La troisième génération, pardon. Ok.
qui Voilà. est en vrai en fin de vie pour le coup, parce qu'elle date de 2011 si mes souvenirs sont bons. Donc, Ah oui, ouais, du coup, voilà, commence elle est à pas dater. toute jeune, quoi. Et encore, je te dis 2011, je me demande si c'est pas 2007. Ah, si c'est plus vieux que ça. Ouais, il faut que je recherche, mais ouais, c'est très vieux en tout cas. D'accord. On est vraiment là, tu sais, on fait les fonds de tiroir là. Ensuite, en deuxième place, il y a le Peugeot Rifter qui est aussi appelé le Partner. Bah, qui était appelé le Qui partenaire. était appelé le Partner, pardon. Ouais. Et d'ailleurs, enfin pour enchérir par rapport à ce que tu dis, c'est que la version, parce qu'on a dit que les Ludospace étaient dérivés des fourgonnettes. Ouais. Donc tu as la version fourgonnette qui s'appelle toujours le Peugeot Partner. Et tu as la version Ludospace, donc la version destinée aux familles, qui s'appelle la Peugeot Rifter. Le Partner, on est d'accord, c'est bien pour les utilitaires, enfin les. Bah, c'est la version 2 places à l'avant et fourgonnette à l'arrière. c'est ça. Alors que le Rifter, c'est la version invitrée avec les 4 places et l'aménagement intérieur. Où on peut mettre des enfants. Où on derrière. peut mettre accessoirement des enfants. Oui aussi, ouais. Du coup, sur ce dingue. modèle-là, ce que je peux vous dire, c'est que il est plus haut au niveau des roues. Déjà pour commencer, ils l'ont surélevé. Ah, par rapport à l'ancienne génération, tu veux dire? Ouais, par rapport à l'ancienne. Ok. Et puis, il a 2 frères jumeaux identiques aussi. Ouais. Je vais y arriver, le Citroën Berlingo Mhm. et l'Opel Combo. Alors pourquoi clone? Parce que Parce que PSA ça a et été racheté maintenant par- Opel font partie du même groupe. Donc Là, j'étais surpris quand j'ai vu ça, je savais pas. Tu vois. ah bon, que Opel faisait partie. Ça a été racheté il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Ah, c'est peut-être. Ça fait pas si longtemps que ça, mais on en avait parlé l'année dernière quand on avait fait la Corsa Ouais. qui était sur la base de la 208. Donc forcément ça donne des clones, et surtout pour les utilitaires ils s'embêtent pas, hein. Ils nous mettent des 3 clones chez Opel, chez Peugeot, chez Citroën, mais c'était déjà le cas à l'époque pour Citroën et Peugeot. Quand le Berlingo et le Partner sont sortis, c'était déjà des clones visuellement, au niveau du châssis, au niveau de tout ça. Tu vois là, Voilà. j'avais noté Citroën est le premier segment de la marque. Le premier segment, c'est-à-dire Enfin, C'est le premier. le premier, le truc, C'est lui, c'est le c'est pionnier. lui qui a été lancé en C'est premier. le pionnier, oui. le plus vieux. Et en par rapport au deuxième, Partner, Renault Ouais, Kangoo. par rapport au Partner. Ouais. Oui, Ah oui. et même par rapport au Renault Kangoo, oui. Le Partner, enfin le Berlingo pour moi a été lancé en 95, donc juste 1 an avant le Kangoo, et le Partner a suivi, mais Ouais. le En Partner 96, existait. juste l'année d'après. Ouais, c'est ça, mais le Partner est sorti en même temps que le Berlingo en version utilitaire, mais pas en version Ludospace. C'est vrai. Et du coup, il est au prix de 17 000 €. Ouais, donc on est dans les mêmes prix, un petit peu plus cher d'ailleurs Ouais. pour le Je sais pas comment, pourquoi, le Berlingo. mais il est un peu plus cher. Oh bah parce Mais, qu'il y a certainement plus d'options dessus. Ils ont pas exactement la même gueule non plus, mais voilà. Donc chez Citroën t'as le Berlingo, t'as le Nemo qui est le plus petit aussi, parce qu'ils ont fait des versions miniatures des Ludospace. Donc t'as le Nemo comme le poisson là, et le Berlingo la version au-dessus. Et chez Peugeot t'as le Beeper. Un Beeper, ça me rappelle le truc des années 90. c'est tu te rappelles Virginie? Ouais. L'ancêtre du téléphone portable, l'ancêtre du 3310 qu'on a C'est sur pas le le radio. Rifter plutôt, non Ou le- Bah si, non mais c'est ça, le Beeper qui est la version plus petite du Partner, qui est maintenant le Rifter. Ah, oui. ok, Ouais, d'accord. ouais. Ok. Voilà. Voilà. En Ensuite- Chopin. Ensuite, on passe en 4ème place, on passe à l'Opel Combo, donc du coup, Ouais. qui appartient elle de 16 000 € par contre. Ouais. Ça reste ok. correct. On en parlait, ils ont été rachetés par PSA. Mhm. Donc du coup, c'était les mêmes, les mêmes bases que Citroën Berlingo. Même et, châssis, même moteur, même moteur, même design. Donc Mhm. c'était très ressemblant. Ouais, tout à fait. Tu vois ce que Enfin, je peux dire sur, c'est même très ressemblant. Hein. Oui, c'était très ressemblant. Ouais. Et la dernière place du podium. Et la dernière place du podium, on va faire. Celle-ci, je la connaissais pas, c'était la Volkswagen Caddy. Oui. Ah oui. Bah ma mère en a un, donc moi je connais, je sais ce que ça donne. Mhm. Ouais, chez Volkswagen, bon. Qui est à partir de 17 000 € chez eux. hein, Ouais. En fait, il faut savoir que c'est le plus vieux de la liste, du coup. Le Caddy. Non. Ah ouais Bah non. Bah si. Bah non. Attends, Ah non, c'est pas. non. attends, je me suis trompé. Bah non, oui. C'est Berlingo en premier. On a dit Berlingo en premier, Kangoo en deuxième. Ouais. Donc le cadet est arrivé après Oui, sur donc le, tu sur vois, le non, il marché. date de 2003 celui-là. Voilà, 2003, qui au départ, je crois que c'était sur vraiment la base de la Polo. Tu avais l'avant Oui, de la voilà, Polo oui. et l'arrière de type fourgonnette, et maintenant le Volkswagen Caddy ressemble à un Volkswagen Caddy.
Mais ressemble à une Volkswagen en règle générale. En fait, il est juste un peu plus haut, quoi, le Caddy. Oui. Et puis un petit peu plus typé, alors entre guillemets haut de gamme, hein, mais cela dit, à l'intérieur, t'as des plastiques durs comme un utilitaire parce que ça tient dans le temps, etc. Donc voilà. Sinon, t'as le Skoda Roomster aussi. Je l'aime bien, le Skoda Roomster. Je trouve qu'il a une tête un peu sympa. Je sais pas quoi ressemble sur. Il ressemble à un Skoda Roomster. D'accord. Le Mercedes Citan, je sais pas si. Oui, un Citan on dit. C'est un clone du Kangoo, hein, parce que autant Mercedes et Renault rien à voir, mais ils ont fait un clone du Kangoo. On peut citer aussi le Ford Tourneo Connect. Et puis qu'est-ce qu'on a? On a le Dacia Docker aussi qui est proposé. Fiat Doblo aussi. Et le Fiat Doblo, ouais Fiat Doblo en version Ludo-Space. Moi je pensais à ça, les Ludo-Space, pour conclure, on pourrait. Ça ressemble à des SUV, quoi, concrètement. Oh non, bon non. Non, t'as 3 catégories. Parce que c'est beaucoup moins haut qu'un SUV, enfin haut sur pattes, je veux dire. Hein. Ah oui, ouais. C'est ça principalement effectivement qui les distingue, parce qu'un SUV c'est en 2 roues motrices maintenant, mais non, Ludo-Space c'est vraiment un utilitaire qu'on aurait maquillé en voiture. Alors ce qui est de moins en moins le cas parce que maintenant les utilitaires en niveau conduite, etc., on a gagné en conduite de voiture, tu vois, on n'est plus sur un espèce d'engin agricole que tu essaies de conduire. Donc très clairement ça ressemble à une voiture à conduire, mais ça en fait globalement un véhicule qui est moins cher que par exemple un monospace. Et c'est d'ailleurs le point de comparaison qu'on pourrait avoir le plus, c'est par rapport à un monospace. Imagine t'as un budget serré, qu'est-ce que tu prends? Un Ludo-Space haut de gamme ou un monospace bas de gamme? C'est la réponse auquel va tenter de répondre notre chère Virginie. Alors c'est chaud hein, comme choix à faire parce que donc on rappelle que les Ludospace à la base ont été créés surtout pour les loisirs. Ce sont des utilitaires dites de loisirs. On part en vacances avec, on part en pique-nique avec, on va à la pêche. On met des gamins aussi derrière, accessoirement. J'ai plus souvent à la pêche qu'avoir des gamins, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on fait de beau aussi? On livre le courrier aussi. T'as la Poste qui utilise beaucoup les Ludospace, mais en version utilitaire, ouais. En version utilitaire. Bah d'ailleurs, commencer avec la 4L à l'époque, ou même les 2 chevaux AK, les 2 chevaux AK, ouais, ça. C'est pas mal. Mais on peut se poser la question, c'est-à-dire de se dire, on a une famille. Imagine, Jolan, t'as 3 enfants. Il faut que tu définisses tes besoins. T'as 25 000 euros de budget. Ouais. Tu veux acheter un véhicule neuf ou d'occasion récente. Est-ce que tu préfères acheter un Ludospace bien équipé, très récent, ou avoir un monospace qui sera peut-être un petit peu plus ancien ou en tous les cas moins bien équipé? Moi j'hésiterais pas, hein, je prendrais un Ludospace. Toi c'est Ludospace. Un budget de 25 000 euros. D'accord, donc si je peux avoir un truc. Le design des Ludospace et le fait que ça soit dérivé d'utilitaire ne te dérange pas? Ah non, du tout. D'ailleurs j'en ai déjà conduit personnellement, donc ça me dérange pas du tout. Virginie? Alors moi je suis maman, donc en fait la réflexion elle est tout autre, mais je serais comme toi en fait, Jolan, je prendrais plus un monospace qu'un Ludospace. Après si on est famille, c'était le contraire. Hein, si on est famille. Non, moi j'ai dit je prends un Ludospace plus un. Ah tu prendrais plus le Ludospace toi, ok. Parce qu'en fait il faut complètement définir en fait le volume, ce que tu veux comme place, le nombre de sièges dont tu as besoin en fait pour loger toute ta petite famille, des sièges auto, les machins. Est-ce que tu veux du coffre? Est-ce que tu n'en veux pas? Est-ce que tu veux de la banquette qui se rabat, etc. Et c'est là effectivement qu'avec une enveloppe de 22 000 euros, donc moi j'avais une enveloppe de 22 000, j'étais plus riche que toi. Et en fait ça se vaut, c'est du kiff-kiff en fait. C'est du kiff-kiff, on va se donner 2 modèles. Ouais. Un Ludospace, un Rifter, donc l'ancien partenaire. Et qui est un Ludospace, et la Peugeot 3008. Ouais. Ah oui. Ouais. Première génération, j'imagine, t'es en occasion. On a 1000 balles. Ouais. 1000 euros. On a 1000 balles d'écart. Ah oui, quand même. Après, tu prends le Berlingo, Citroën Berlingo avec toute option de 2020, avec un Citroën C4 de 2018. D'accord. Là, on a 5000 euros quand même d'écart. Ouais. Alors ça se joue en fait sur les options. Oui, clairement. Hein. Les options, c'est quand tu prends un Berlingo fuel option, c'est t'as vraiment acheté la voiture couteau suisse en fait. Ouais. C'est ce que moi j'ai retenu en tout cas par rapport au comparatif que j'ai pu faire. Après, certains d'entre vous pourraient trouver ça bizarre si vous voulez d'acheter un Ludospace tout équipé
alors qu'à la base on est sur un utilitaire maquillé quoi. Mais pourquoi pas en fait, hein, parce que surtout qu'aujourd'hui les ludospaces, je prends les Rifters et J'aime pas Berlingo. ce terme maquillé. Non mais parce que maquillé, parce que ça fait un peu voiture volée, tu sais. Non mais pas dans ce sens-là, mais genre redécorer pour l'utilisation familiale quoi. Replâtrer, allez revisiter si tu veux. C'est pas mal revisiter. Mais si on prend l'idée du Rifter ou du Berlingo, clairement sur les dernières générations on peut avoir des équipements qu'on n'avait pas avant sur les utilitaires. Donc on peut se confronter aux équipements qu'on retrouve sur un monospace. T'avais chez Renault aussi, entre un Kangoo et un Scénic. Oui. Donc j'ai 1000 € d'écart, 1000 € plus cher pour Renault Scénic contre le Renault Kangoo. Et en termes de... Parce que là on n'est pas sur des offres prix, équivalentes quand même. Alors le Kangoo de 2020, il est à... Là j'ai 10 000 km. Ouais, donc il est neuf quoi. 20 990 €. Et un Renault Scénic 4, c'est un 1,16 litre 120 chevaux de 2019, 11 000 km. Et on est à 21 990. Tu vois, vraiment 1000. Il n'y a pas tant de différence, ouais. Donc c'est vraiment un parti pris de se dire est-ce qu'on veut un monospace. Bon, après le secteur du monospace, et je prends par exemple chez Renault, le Kangoo est en fin de vie et le Scénic n'est pas en fin de vie, mais le secteur du monospace il chute en ce moment au profit des SUV. Donc on pourrait même faire un triangle des Bermudes là en se disant SUV, ludospace ou monospace. Mais cela dit, je pense que sur les SUV, globalement, vu que ça marche bien comme secteur, on est encore un cran au-dessus au niveau tarif et va plutôt falloir compter entre 25 et 30 000 plutôt qu'entre 20 et 25 000. Donc tout ça pour loger la même famille. Donc après, si la famille est aisée, allons-y. Après, si la famille a moins d'argent, il faudra faire des choix. Soit un véhicule plus kilométré, soit un ludospace quasi neuf. Starter, le garage. Le garage de Starter, et il est un peu vide cette année encore ce garage. Ce bruit là, mais c'est le bruit de la porte pour ouvrir le. Ça va déglinguer. Je vais mettre un peu de WD-40. Ça devrait coulisser mieux la semaine prochaine. Dans ce garage, par contre, on va y mettre une bien belle voiture, puisqu'on va parler de la 911, Porsche 911, modèle le plus emblématique de chez Porsche. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant parce qu'on entend parler de cette voiture depuis 1964. Date de la première génération de la 911. Il y en a 7 je crois si je me trompe. Il y en a 8 générations. Elle a été dessinée par Ferdinand Porsche qui honnêtement s'est pas foulé. Non. Parce qu'il a repris les grandes lignes de la 356, donc c'était la version d'avant, qui était fabriquée depuis 48, qui est même elle-même inspirée de la coccinelle qu'il avait dessinée pour Hitler en 38. Donc quand tu regardes une coccinelle 911 finalement elle est pas si différent C'est vrai. Bon, très plus étiré quand même, plus sportif, c'est ce qui d'ailleurs a fait le succès de la première génération, aussi des suivantes, puisque les 911 c'est comme une Golf, ça évolue mais ça change pas. Non mais c'est vrai, encore plus qu'une Golf d'ailleurs, sans se transformer, ça évolue. Anecdote marrante, au début de la 911 elle s'appelait pas 911, elle s'appelait la 901. Mais ça a pas plu à Peugeot, parce que Peugeot ils ont pleuré, ils ont dit c'est nous qu'on veut les numéros avec un 0 au milieu, on a la 201, on a la 401, on a la 601, du coup on veut la 901. Mais ouais, bien sûr qu'ils ont fait chier, bah oui. Donc ils l'ont rebaptisé 911 à peu près un mois après sa sortie. D'accord. Sous le capot à l'époque, capot qui est à l'arrière d'ailleurs, je le signale parce qu'ils avaient fait la blague aux auto-écoles, tu sais, faire passer le permis dans une 911. D'ailleurs il y a une vidéo que j'ai vue vachement drôle, des gens qui essaient de faire un créneau avec une Porsche. Ah ouais, mais moi j'ai vu, il y avait une vidéo où justement ils faisaient passer le permis à des jeunes sur une Porsche 911 et les mecs ouvraient le capot, ils ouvraient le devant. Mais non gars, le capot est à l'arrière. Il faut savoir qu'il est devant. Bah le coffre est devant, ouais. Donc à l'époque on avait un 130 chevaux de litre qui était pas mal pour l'époque, 4 freins à disque, boîte 5, on était déjà pas mal. Des boîtes mécanique évidemment. Bah oui, attends, ils savaient faire que ça à l'époque. Et y a rien de mieux qu'une boîte méca. Bref, c'est mon point de vue personnel, mais quand même. À partir de 65, elle va se décliner en plusieurs types de carrosseries. Alors notamment la Targa, qui a un bout de toit qui est enlevable, donc un toit rigide mais qui est enlevable. Et la Cabriolet, où là t'as tout le toit qui se décapote. À partir de 67, on va avoir droit à plusieurs moteurs et l'apparition de la Carrera RS pour les versions circuit qu'on a encore maintenant. Deuxième génération qui apparaît en 1973 avec la 911 Turbo qui existe toujours de nos jours et qui faisait à l'époque 260 chevaux, donc on passe un cap encore. Troisième génération en 89, quatrième en 94 où on a la version Turbo qui est la première voiture de série au monde qui propose un système de diagnostic embarqué qui analyse les émissions polluantes. Ça c'est marrant parce que t'as une 911
qui pollue de ouf parce qu'il consomme 25 litres au 100. Ouais. Mais t'as le petit capteur qui te dit attention, faut pas trop consommer quand même. Tu vois, c'est un peu marrant. 5ème génération en 98 avec un moteur qui est refroidi maintenant par eau et non plus par air comme c'était le cas depuis Là, c'est la des sortie. moteurs de 6 cylindres si je me trompe pas. 6 cylindres évidemment, ouais. Puis V6, hein, on aime bien. C'est la seule version en 98 avec des phares en virgule à l'avant et non pas en rond. Les ronds qui vont reprendre à partir de la 6ème génération qui va être lancée en 2004, 7ème génération en 2011 et 8ème génération qui est apparue l'année dernière, donc 2019, avec un ticket d'entrée qui est à un peu plus de 106 000 euros. Du coup, c'est la GT3 RS la dernière. Non, mais c'est la 911 parce que tu as eu plusieurs versions, hein, mais la 911 classique, la dernière génération de 911 est apparue en 2019 à 106 000 euros pour vraiment l'entrée de gamme. Hein. Attention, après, si tu veux si tu veux la turbo, si tu veux la RS, il faut compter un petit peu plus cher. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que malgré ce ticket d'entrée qui a toujours été un petit peu cher, on a quand même 820 000 exemplaires qui ont été produits. Ah oui. Tu vois, c'est assez impressionnant. Bon, certes, c'est sur 55 ans, mais c'est quand même on est marché, quoi. à presque 1 million d'euros. Bah, c'est tout simplement la voiture sportive la plus vendue dans le monde. Donc, c'est assez impressionnant. Quels sont les avantages et inconvénients d'avoir une Porsche 911, Virginie? Alors, l'avantage, Oui. Enfin, les plus et les moins, on va dire. c'est la ligne. Oui. La ligne de la 911 est très sympa. Elle a l'avantage, la ligne d'être intemporelle, c'est-à-dire que tu revends une 911. Je crois que j'avais vu que à peu près, alors t'as la fiabilité aussi qui rentre en jeu, mais t'as à peu près 70 à 75% des 911 qui ont été vendues donc depuis 1964 qui sont encore roulantes. Ça veut dire que les gens prennent soin d'elle et peuvent la revendre à des cotes assez élevées, notamment parce que la ligne justement n'a quasiment pas changé, quoi. Elle est tricotée la Porsche. Donc moi j'avais noté ça, les performances de la Porsche, le mythe aussi, tout simplement le mythe de la 911. Les sensations de conduite que tu peux avoir, le look qui est juste indémodable, son budget d'entretien qui en fait n'est pas si élevé que ça. Ah ouais? La sonorité. Alors ça dépend ce que t'entends par élevé. Mais c'est-à-dire que si vous avez une Polo, ça va vous sembler élevé. On va dire qu'on est riche, tu vois. Oui, on va dire qu'on est riche. Oui. Tu vois, bah c'est pas cher. Ah non, mais clairement, si tu prends une McLaren F1 à côté, ça n'a rien à voir. Oui, on est tu vois, je d'accord. préfère autant changer un peu de Clio qu'un peu de Porsche, tu vois. Donc ça va coûter tout de suite plus cher. Ah oui, non, mais c'est pas les mêmes budgets, clairement. Mais t'as raison, Virginie, de dire ça. C'est que s'il y a des voitures sportives, tu prends une Ferrari F40 par exemple, voiture sportive mythique. Elle est, c'est ingérable au niveau du budget, c'est-à-dire qu'il te faut 500 000 euros par an. Là, sur la Porsche, on est sur des tarifs quand même plus raisonnables. Mais ne vous étonnez pas si vous en sortez avec une facture de 15 000 au garage, c'est normal, c'est une Porsche, quoi. C'est ça. Après, donc j'ai résumé les points plus, hein, les points positifs. Ce qu'on n'aime pas, c'est le système de chauffage. Ah ouais? Qui est pas terrible apparemment. Alors sur quelle génération peut-être? Je ne sais pas, je sais pas. D'accord, parce qu'en fait la Carrera. Sur la Carrera, ouais, c'est un site internet qu'on peut citer, c'est Caradisiac, c'est ça, où les personnes donnent leur avis, mais ils donnent leur avis sur le modèle qu'ils disposent. Donc c'est vrai qu'entre la version de 64 et la version de 2019, à mon avis, le système de chauffage a évolué, quoi. Clairement, ouais. Et puis la vulnérabilité à la rouille en fait. Bah surtout sur les versions après, c'est comme beaucoup de voitures malheureusement des années 60, 70 et 80, c'est que c'était assez sensible à la rouille. Bon maintenant je pense qu'ils ont des traitements anti-corrosion qui sont meilleurs, mais ouais, il faut en prendre soin. Mais en même temps t'as une Porsche à la maison, elle couche au garage. On est d'accord? Logiquement, ouais. Tu rentres pas du bois avec ta Porsche. Non. Non. Je sais pas parce que on tease le sujet de la semaine prochaine, mais on vous parlera de la Fiat Panda. Et Virginie me dit c'est une voiture pour rentrer du bois. Est-ce que tu rentres souvent du bois, Virginie? Comment tu te chauffes à la maison? Comment ça se passe? Mes gamines, on allait faire du bois. Enfin oui. D'accord. Je sais ce que c'est que d'aller faire du bois avec une Fiat Panda. D'accord. Alors... Très bien. Combien de stères la dernière fois? 3 stères pour la Fiat. Pas mal. On a des annonces pour vous. De 911. Alors on a deux budgets, hein. On a un budget aux alentours de 50 000 et puis un budget, on est plus dans les 150 000, c'est ça? 160. 160, aïe. Allons-y pour la moins chère. Alors la moins chère, c'est une type cabriolet Carrera 2 du coup. Ouais, donc de quelle année? De quelle année, je l'ai pas noté, je suis navré. Je l'ai pas noté pour l'autre. Enfin l'autre je crois que c'était 2017 la deuxième, et l'autre c'était 2000... On est dans les années 2000 quoi. Dans les années 2000, ouais. D'accord, très bien. Alors elle a un kilométrage de 10 000 km. Elle est neuve. Elle a quasiment pas roulé. Ah ouais.
Les couleurs rouges, donc si vous aimez le flashy comme starter, ça tombe bien. Rouge comme starter, exactement, comme le modèle que vous pouvez voir affiché sur le podcast vidéo. Elle est au prix de 51 500 € du coup. Ouais, ça va, c'est pas cher. Enfin, c'est. On passe à la plus chère, donc la GT3 Club Sport Coupé qui a été reprogrammée. Kilométrage 120 000. Elle a pas énormément roulé aussi, elle est plus quoi, quand même. Un petit peu, elle a dû faire un petit peu de circuit, je pense. Ouais. La couleur blanche, bon, c'est un peu saisissant, bon, et le prix est à 161 000 €. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais bon, c'est pas les mêmes performances non plus. Elle a été reprogrammée, elle était à 500 chevaux, ils l'ont montée à 550 chevaux. Donc, d'accord. Ah non, là, ça commence à pousser, clairement. Les deux annonces sont dispo sur le Bon Coin. Des annonces dispo sur le Bon Coin. L'autre est à Neuilly-sur-Seine, la première est à Neuilly-sur-Seine à Paris et l'autre est en Indre-et-Loire. En Indre-et-Loire, c'est chez nous, ça, région Centre-Val de Loire. On est content. Très bien. On n'est pas. La voiture de Magnum, c'était quoi? C'était une Porsche. C'était une Porsche, hein. Oui. Mais est-ce que c'était la 911? Je me rappelle plus. Je suis pas sûr. À chercher. Starter, les brèves. Et on termine par les brèves dans Starter sur Indestar. Bien le bonsoir, les amis. Si vous venez de nous rejoindre, si vous venez de finir de manger, pourquoi pas. Et si vous allez rater le début, eh bien sachez que vous allez pouvoir. Bien le bonsoir. Bien le bonsoir, j'aime bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Si vous avez raté le début, vous avez les podcasts qui sont disponibles. On a des brèves pour vous, une brève chacun. On commence par celle de Virginie. Ben moi je vais vous parler des airbags, tant que je suis resté bloqué sur la Ferrari de Magnum. Ah oui, c'est une Ferrari dans Magnum, c'est pas une Porsche. C'est exactement, c'est la Ferrari 308 GTS de Magnum. Ouais. Donc rien à voir avec la... Enfin, rien à voir, à part qu'elle est rouge, comme la Porsche qu'on a décrite tout à l'heure. Donc moi je vais vous parler des airbags, pourquoi et comment bien choisir son airbag. Donc, airbag moto. Moto. Ce que j'allais dire dans sa voiture, on a le droit de la couleur de l'airbag. Tu peux, mais on s'en fout en fait. Tu l'as fait toi-même la couleur d'airbag quand tu le prends. Ah bah tu t'éclates avec la... Non, mais normalement c'est censé amortir et que t'aies pas de son dessus. Ouais, soit. Airbag moto donc. Revenons au sujet. Je suis perdu. Je comprends. Alors moi je vais vous recommander en fait une lecture tout simplement, la lecture du numéro 2290 du Moto Journal qui nous donne quelques bonnes pistes pour faire son choix en matière d'équipement de protection airbag moto. Alors la rédaction donne son avis et favorise quelques airbags, donc il y en a 3, elle a un top 3. Moi je privilégie le gilet technologie InMotion qui est associé à l'équipementier français Ixon et qui est plutôt très bien. Et là, je vous laisserai en juger en consultant le site www.inmotion.com. Je pensais que t'allais en juger en te prenant un choc. Ah bah ça marche pas. En soi, on aime sa couverture, la protection du rachis cervical, une dorsale longue, le changement de la cartouche qu'on peut réaliser soi-même. Ah oui, c'est ça, parce qu'explique-nous un petit peu comment ça fonctionne un airbag moto. C'est que tu as une cartouche. Tu as une cartouche en fait à changer ou à faire remplacer en fait par un magasin spécialisé en fait. D'accord, et ça se change au bout d'un moment ou c'est que quand tu te prends un choc avec? Alors, c'est une très bonne question. D'accord. Pour moi, ça serait quand tu te prends un choc avec. Ouais, comme pour les casques. Comme un casque, oui, normalement, quand tu tombes avec en moto en casque, tu dois changer le casque, ouais. C'est quelque chose qui est pris en charge en fait par certaines compagnies d'assurance. Ah, c'est chouette ça. Et ce sont des petites options, des petites options comme ça que tu peux reprendre dans tes contrats d'assurance, au même titre que le couvrant pour la protection corporelle du motard, tout simplement. Donc c'est très important. Moi je vais vous dire les gars, favorisez plus une dorsale, un gilet airbag plutôt qu'une belle ligne d'échappement qui ne vous sauvera pas forcément la vie. Alors oui c'est beau, il y a des belles lignes d'échappement etc. Mais quand même, mettre le budget dans le couvrant, c'est quand même super important. Tu as raison Virginie. Après par contre, l'activité du dimanche après-midi de cirer les chromes de ton pot d'échappement, tu le fais moins avec ton airbag quoi. Oui, tu peux faire la visière de ton casque. C'est vrai. Ouais. Tu vois, t'enlèves les bestioles dessus. T'as plein de trucs à faire. Non c'est vrai, on peut s'amuser avec ton casque. Tu nettoies ton cuir, tu bichonnes ton cuir, tu vois, c'est comme un passionné de voiture, c'est un passionné de moto. Je comprends tout à fait. Je te vois, toi, passionné de moto. Jolan, tu voulais les deux autres modèles. Tu en avais deux autres éventuellement dans la liste. Alors moi, je parlais effectivement de Ixon. Je vais vous parler aussi de Denez. On l'aime aussi pour son côté très très fonctionnel. La protection. D'accord. Et l'Alpine Star. Ouais. L'Alpine Star qui est plutôt pas mal, mais c'est pas le meilleur. Pour moi, c'est vraiment un Ixon. Après, à voir.
Il a été testé en cours de... Il a été testé et pour moi c'est pas le meilleur, je le trouve pas super pratique déjà au niveau enfilage. Ça ressemble à, tu sais, quand tu fais de la planche à voile, oui, tu mets un espèce de gilet. T'as l'impression d'avoir un gilet Décathlon, ouais. J'avoue. Exactement, loin, c'est ça. Ça fait un peu ça. En fait, tu te dis tiens, tu vas flotter, ouais. Enfin, t'as intérêt d'avoir le truc. Mais ça se trouve, ça a deux fonctions. Tu flottes dans les airs. C'est ça. Ça doit être confortable ou pas? Enfin, je pense que l'hiver c'est confort parce que t'as un ressenti aussi quand tu roules, quand il fait 12 degrés dehors, t'as le ressenti où genre tu vas avoir 6 degrés de moins, faut pas l'oublier. Donc c'est vrai que quand t'as une protection comme ça en plus, c'est un couvrant qui est confort. Par contre l'été c'est pas la même, tu perds du poids en fait. Non mais clairement, ah bah oui, t'étouffes. Ouais. Après sinon il en faut deux mais ça devient compliqué. C'est très important, voilà. Les gars, équipez-vous bien et voilà, c'est super important. Jolan, ta brève? Alors moi ma brève, je vais vous voulais revenir sur la 911. Je vais revenir sur la 911 parce que j'ai eu la chance et l'occasion de pouvoir en piloter une bien sûr. C'était il y a 2 ans je crois. Il y a 2 ans, ouais. C'était pour mes 24 ans. Oh, bon anniversaire. J'avais, lors d'une discussion automobile avec mon père, on s'était dit j'aimerais bien conduire une voiture un peu anodine, genre un truc sportif, et il s'est renseigné. Anodine. Non, c'est pas le bon terme employé. Parce que là... Non, une petite Porsche comme ça. Non, parce que j'ai l'habitude de conduire c'est pas le terme que je voulais dire, c'est comment on dit exceptionnel. Oui, voilà, exceptionnel. Atypique. Atypique aussi. Et du coup, il s'est renseigné sur internet et puis il a trouvé qu'on proposait des cours de pilotage au circuit du Mans sur le circuit Bugatti. Ouais. Donc le prix est assez élevé, donc ouais, après c'est un beau cadeau d'anniversaire. C'est un beau cadeau d'anniversaire, donc aux alentours de 90-100 € les 2 tours. Mais du coup, il faut savoir qu'au début, t'as une petite réunion, ils t'informent comment conduire sur le circuit, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire. C'est des freinages d'urgence que tu fais sur le circuit, il faut savoir. Ok. Ils t'apprennent à faire ça au début, même les trajectoires, tout ça Non, au début, non, c'était directement dans le bas en fait. T'arrives sur je vais dire la bande d'arrêt d'urgence, mais tu sais, les entrées d'autoroute, tu sais, les voies d'insertion. Il m'a dit, le mec, déjà tu bombardes. Ah bah oui. 110, t'as des mecs qui arrivent à plus de 200 derrière. Ouais. Du coup, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai fait 2 tours, mais c'est passé une vitesse. Ah bah phénoménal, bah oui. En même temps, le dernier tour, je l'ai pris à 240 pour tenir. Et encore, t'étais au minimum. Et encore, le mec m'a dit de ralentir parce qu'il y avait une belle voiture devant, une F40 justement. Donc, voilà. Ouais. On évite d'abîmer les F40, ça coûte cher. Ensuite. Il m'a fait une autre surprise, on a fait un baptême de drift avec une BMW M3 de 520 chevaux et ça c'est vraiment impressionnant. Mon père était à l'avant, du coup à côté du pilote. Moi j'étais à l'arrière sur la banquette arrière et il n'y avait pas de ceinture. T'as fini, t'as gerbé. J'ai pas gerbé mais ça sentait la gomme. 14 minutes 32, le temps de boire un petit café. Et pour te dire qu'il prenait, ce qui m'avait impressionné c'est qu'il prenait des angles de virage à plus de 180 km/h. Ah bah ouais, et tout en drift, c'est idéal pour drifter ces voitures là. Voilà. Donc bonne expérience en fait bonne globalement. Bonne expérience et puis super agréable, sensation de ouf sur la Porsche. Ouais, si vous avez l'occasion de le faire, Porsche ou autre chose. D'ailleurs je vais monospace. Finir ma parenthèse. En espace. Finir ma parenthèse là-dessus, il y avait une dame d'un certain âge qui conduisait la Ferrari, la dernière Ferrari. La Ferrari, ouais. J'ai fait ça fait plaisir quoi. Mais non, mais elle a raison. Il y a le circuit en Allemagne, là, le Nürburgring, où vous pouvez. Le Nürburgring, oui. Où vous pouvez y aller avec n'importe quelle voiture en fait, et c'est cool parce que voiture et moto même. Voiture, moto, camion, autobus, vous avez des vidéos passées où vous avez tous les véhicules qui circulent et c'est sympa parce que déjà le circuit est exceptionnel, le Nürburgring, il est cool quoi. Et tu peux y aller avec ta Twingo, donc c'est cool. Ouais, ou ton Scénic. Ou ton Scénic, avec la famille, les enfants à l'arrière. Quand est-ce qu'on arrive? Non, bah non, on n'est pas là pour ça. Bref. Tu fais un drift, c'est ça avec le Scénic? Avec le Scénic, tu vas en drift, c'est plus compliqué quand même. C'est plus décor, en vrai. D'ailleurs, il y en a qui se prennent les décors dans ce circuit. Oui. Moi, pour terminer, ma brève a fait la continuité du sujet Brésil de la semaine dernière, puisque je vous avais parlé de la Renault Kwid, qui était le modèle low cost de Renault, et qui n'a pas été vendu chez nous. Et je vous avais dit qu'on attendait une version électrique. Et ben ça y est, elle est là. Alors sous la marque Dacia évidemment en France, c'est la Spring. Et elle sera vendue quand d'après vous? 2021. Oui mais janvier. Février. La Spring.
La Spring Oui. Bah au printemps. Au printemps, l'été. évidemment. Attends, Spring. Oui. Bah si, c'est ça. C'est ça, Oui, le printemps, le spring. Il y a des bilingues quand même dans la salle, c'est bien. Ce qui est cool, c'est qu'on aura droit à une vraie voiture et non pas à un quadricycle à moteur comme par exemple la Citroën Ami, hein, et à moins de 15 000 € hors bonus. Ça veut dire que ça devrait dans les 10-11 000 € en prix de vente public, ce qui est une petite prouesse. Parce qu'on sera, alors certes sur un moteur très limité, hein, on sera dans les 44 chevaux, l'équivalent de 44 chevaux thermiques, mais on aura quand même une autonomie de 225 km, ce qui est pas ouf, mais qui est quand même gérable. Donc ça, c'est avec la norme WLTP, hein, le dernier cycle. On pourra quand même sortir de la ville. Donc ça, c'est franchement... et puis elle a une meilleure gueule que l'Ami, elle ressemble... Bon voilà, ça ressemble à un petit SUV miniature de citadin, mais franchement quand tu la compares avec une Ami, tu dis ouais non moi je veux la Dacia quoi. L'intérieur il vaut ce qu'il vaut, mais c'est pareil, ça fait voiture low cost mais pas trop, avec le petit écran de navigation etc. Donc plutôt pas mal pour une voiture à 10-11 000 €. À voir après si ça vous intéresse, mais en usage urbain ou extra-urbain ça peut être pas mal. Ouais. Pardon. Je m'étouffe. Sondage de la semaine, est-ce qu'on peut le rappeler, Virginie? Le sondage de la semaine, le monde de la moto est-il macho? Vous avez une semaine pour répondre à ce sondage qu'on mettra sur les réseaux sociaux dès ce soir. On vous souhaite une très bonne soirée puisqu'il est 21h. On rend l'antenne. Ciao, ciao. Salut. Rendons l'antenne, à vous les studios, à vous Paris, c'est ça? Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.